19 novembre 1998. Dans les entrailles d'une installation de confinement de la Fondation SCP, un employé subalterne de la Fondation pousse une civière recouverte en direction d'un laboratoire d'essai. Il ignore ce qu'il transporte, mais sait seulement que c'est très important et lié à une anomalie dangereuse, non maîtrisée. Il laisse la civière au laboratoire, 2 scientifiques lui font un signe de tête. Le commis a survécu longtemps avec une autorisation de niveau 2 grâce à sa discrétion. Il n'a pas l'intention de compromettre son parcours en changeant cette attitude. Maintenant, le commis s'en va sans un mot et les scientifiques se mettent au travail. L'un d'eux enlève la housse sur la civière pour voir l'objet hautement classifié en dessous. Un McRib, un célèbre article en édition limitée du menu de McDonald's qui, d'une manière ou d'une autre, a transformé le porc de la plus basse qualité disponible en un produit très recherché et convoité. C'est un poids lourd du menu saisonnier de l'entreprise, apparaissant pendant de courtes périodes alléchantes avant d'être retiré du marché pour susciter l'attente de sa prochaine réapparition. Pour un œil non averti, rien ne distingue celui-ci d'un McRib ordinaire. Il n'est même pas plus nocif pour la santé humaine que la version non anormale. La plus grande différence, c'est que ce McRib, au lieu de la viande de porc de mauvaise qualité mentionnée précédemment, est composé à 89% de chair humaine. Et le plus effrayant, c'est que ce n'est de loin pas l'élément le plus étrange de cette anomalie particulière. Les scientifiques savent déjà qu'ils ont affaire ici à un McRib humain. Ça, ce n'est pas remis en question. Ce qu'ils veulent découvrir, c'est à partir de qui ce McRib particulier a été fabriqué. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir qu'il s'agit d'un autre élément glaçant dans un schéma terrifiant. Le burger est composé de la chair d'une personne disparue dans des circonstances violentes et mystérieuses. Tout comme toutes les autres dans cette affaire, Emma Richard, une femme de 34 ans, qui a disparu de chez elle plus tôt cet été-là. Pour ceux qui la connaissaient, elle était simplement partie soudainement, sans raison, ce qui ne lui ressemblait pas. En travaillant, les scientifiques déterminent que la viande du McRib semble avoir été extraite de son ventre et de sa cuisse. En janvier 1999, ces mêmes scientifiques testeront un autre McRib pour découvrir qu'il correspond parfaitement à l'ADN d'une autre personne disparue dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Tony Michaels, quadragénaire, aurait été tué dans un accident en état d'ivresse, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Au lieu de cela, de la chair provenant de sa joue et de son épaule s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre dans le sandwich en novembre de cette même année. Ces scientifiques auront également, malheureusement, une réponse à la question de ce qui est arrivé à Amy Baker. Ses parents l'avaient laissée à la maison le mois précédent, où elle avait disparu lors d'un supposé cambriolage et enlèvement. Ses parents ne pourront jamais lui offrir des funérailles dignes de ce nom. La viande dans le sandwich semble provenir des yeux et des mains. Que se passe-t-il ici? S'agit-il d'un complot international qui touche directement le siège social de McDonald's? Heureusement, non. En fait, il n'a pas fallu longtemps à la Fondation pour se rendre compte que toute cette folie est centrée sur un endroit très précis, le McDonald's local de Martindale, dans l'Indiana. Et ce n'est pas aussi simple qu'un tueur en série cannibale fou qui serait aussi cuisinier chez McDonald's. Nul ne sait comment la viande s'imprègne de chair humaine. Celle livrée au restaurant est du porc ordinaire, de qualité médiocre, sans anomalie. À un certain moment pendant la cuisson, celle-ci est remplacée ou transformée en la chair de ces personnes disparues. Et même la Fondation n'arrive pas à comprendre quand, comment ou pourquoi. Ce n'est pourtant ni la Fondation, ni un autre groupe d'investigation comme la Coalition occulte mondiale ou les forces de l'ordre qui lancent cette enquête. C'est un journaliste local nommé Christian Curtis, un reporter d'investigation pour l'Indianapolis Star, dont le domaine consiste à faire tomber les entreprises locales qui ont tendance à arnaquer leurs clients. En 1997, il rédige un article révolutionnaire sur les restaurants et épiceries locaux contournant la sécurité alimentaire. Et c'est au cours de cette petite campagne qu'il entend parler pour la première fois du McRib. Il reçoit un tuyau d'un citoyen anonyme inquiet qui parle du McRib. Au McDonald's local, je cite, « La viande est forte et a un goût anormalement prononcé. Il y a quelque chose qui ne va pas. » La texture est très inhabituelle, trop tendre pour du porc, mais étrangement ferme en bouche. La sauce pour côte est amère, avec un fort goût de fer, peut-être avarié et un tuyau brûlant. Curtis résiste difficilement à l'envie de s'en mêler. Il se rend dans le restaurant McDonald's, faisant semblant d'être un simple client. Et à première vue, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Le client paraît satisfait et le personnel semble propre, professionnel et attentif.
Cela ne signifie pas que l'histoire ne doit pas être approfondie. En tant que journaliste d'investigation, on apprend que les apparences sont souvent trompeuses. Curtis achète un McRib et emporte des échantillons pour un laboratoire d'analyse alimentaire. Le laboratoire découvre que la composition de la viande est très inhabituelle, même s'il n'imagine jamais qu'il s'agit de chair humaine avant même que l'article ne puisse être publié. Le soupçon de violation du code sanitaire mobilise le conseil municipal et la police locale avant même que vous ayez le temps de dire « salmonelle ». L'inspecteur sanitaire de la ville a fermé le McDonald's de Martindale jusqu'à ce que l'enquête puisse être menée correctement. On dirait presque que la situation se règle d'elle-même sans même que la fondation SCP ait besoin d'intervenir. Un McDonald's anormal sert de la chair humaine et l'inspecteur sanitaire le ferme. Mais malheureusement, ce n'est pas la fin de l'affaire, ce n'est que le début. Le 29 octobre 1997, 4 jours après la fermeture du McDonald's par la ville, quelque chose d'extrêmement étrange commence à se produire. La police locale est appelée après qu'une grande foule apparemment agitée se rassemble devant le McDonald's Martindale, fermé, en colère et confuse à propos de la fermeture de leur restaurant préféré en ville. Surtout pendant la saison du McRib, lorsque certains policiers locaux sont envoyés pour contenir l'incident, ils se retrouvent presque débordés par l'intensité des citoyens passionnés de McRib. Le rapport officiel de la police sur l'affaire indique « La foule est mécontente et insatisfaite de toutes les raisons avancées concernant la fermeture du McDonald's ». Des personnes se sont approchées du périmètre pour demander sa réouverture et, apprenant qu'aucune date n'était fixée, elles se sont agitées et ont demandé à entrer pour se faire un sandwich. Ces personnes étaient persistantes, refusant d'accepter un refus, et à plusieurs reprises, il a fallu les éloigner du bâtiment après qu'elles aient franchi la limite. Cela a duré plusieurs heures, jusqu'à l'arrivée des adjoints du shérif pour disperser la foule. Cela paraîtrait presque trop invraisemblable sans plusieurs témoignages fiables pour confirmer les détails. Un autre des officiers présents, M. Sam Hill, a ajouté ceci au rapport officiel. Ils étaient insatiables. Je tentais sans cesse de leur dire qu'ils ne pouvaient pas entrer car la viande était avariée et présentait des risques sanitaires. Mais c'était comme s'ils n'entendaient pas ce que je disais. Ils ne me regardaient même pas. Ils fixaient simplement droit devant eux, vers le bâtiment. Une femme, j'ai dû la retenir et la tirer en arrière, et tout le temps elle répétait « Je veux juste goûter, donnez-moi un morceau, je veux juste goûter ». Même chose avec l'agent Derry. Dès son arrivée du comté, il semblait hypnotisé. Aucune explication ne changeait rien pour eux. Les premiers intervenants dispersent la foule à contre-cœur, sans mesures plus strictes. Pourtant, une étrange sensation de présage persiste. Le sentiment que rien n'a été résolu ici et que le problème n'a été que repoussé pour un résultat terrible, mais inévitable, qui reste à venir. Aucun mot n'est échangé à ce sujet, mais tout le monde le sait. C'est pourquoi 10 agents sont postés autour du McDonald's cette nuit-là, espérant apaiser les craintes que le même groupe d'habitants aigris puisse revenir et s'introduire. Le chef du groupe, l'agent Jeff Moore, a déjà d'une certaine manière ce pressentiment que 10 ne suffiront pas à repousser ce qui arrive. Mais il ne veut pas paraître faible dans l'exercice de ses fonctions. Cela lui coûtera à lui et à tous les autres très cher. Le McDonald's de Martindale, Indiana, est situé en périphérie, entouré sur 3 côtés par un bosquet dense. Une seule route mène directement au McDonald's. C'est le genre d'endroit que l'on pourrait apercevoir au beau milieu de la nuit en conduisant d'une ville à une autre. La lueur pâle des arches dorées dépassant les arbres, ce genre d'endroit où tu te dis « Waouh, ils mettent un McDonald's partout, hein ?» Au fil des heures, la nuit commence à tomber. 7 des agents se tiennent dehors, armés de rien d'autre que des pistolets à leur ceinture. À l'intérieur, l'agent Moore et 2 autres attendent, formant une sorte de centre de commandement rudimentaire. Peut-être que l'ennui et l'obscurité croissante troublent leur vision. Mais Moore et les autres pourraient jurer qu'ils voient des gens bouger parmi les arbres, ou du moins, il est presque sûr que ce sont des gens. On distingue seulement des silhouettes ombragées passant d'un tronc à l'autre. Seulement quelques-unes au début, mais ensuite de plus en plus et encore plus. Que prépare-t-il là-bas? Il tente d'observer sans perdre son calme, mais alors que les silhouettes dans les bois se multiplient, cela devient plus difficile à supporter. Et lorsque Moore et les autres entendent un bruit sourd et humide contre le côté du bâtiment, leur cœur manque de s'arrêter sous le choc. Mais ils sont en service, donc ils doivent enquêter, même s'ils ont peur. Moore enquête, mais le malaise grandit. Quelque chose cloche. Il sait qu'il doit suivre ses soupçons et tout signaler à la station.
Il tente d'appeler à la radio, mais des cris paniqués des agents de l'autre côté du McDonald's l'interrompent avant qu'il ne parle. Et bientôt, ces cris sont accompagnés par des coups de feu sporadiques et des hurlements. Moore sort son pistolet et tente d'empêcher ses mains de trembler en traversant le restaurant en courant, pour regarder par la fenêtre et voir ce qui se passe ici, et ce qu'il voit à travers cette fenêtre est digne d'un cauchemar. Ce sont les clients, les mêmes personnes qui s'entassaient devant le magasin plus tôt, exigeant d'entrer, réclamant leurs précieux McRibs, sous peine d'une révolte. Ils émergent des arbres en criant et grognant. Mais ce n'est pas seulement qu'ils sont différents. Moore pense d'abord qu'ils doivent tous porter des chapeaux, des coiffes élaborées avec de grands bois de cérémonie, comme ceux que l'on voit sur un cerf. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Ces bois poussent directement de leur crâne, tout comme les rangées irrégulières de crocs dans leurs mâchoires et les longues griffes dentelées à la place de leurs ongles. Ils ignorent les coups de feu tirés contre eux alors qu'ils se jettent sur les gardes rassemblés, mordant, griffant, mâchant. Moore n'a jamais eu aussi peur de sa vie en voyant ses collègues officiers tomber sous la vague affamée qui s'abat sur eux. Doit-il tirer? Doit-il fuir? L'une de ces options peut-elle encore l'aider? Moore tente de balbutier une demande d'aide au téléphone, marmonnant que lui et ses hommes sont attaqués et tués. Alors que les portes d'entrée volent en éclats et que les clients se ruent sur lui, tout ce que Moore parvient à articuler au téléphone, c'est « Ce ne sont pas des humains ». Après le massacre monstrueux du Martindale McDonald's, la fondation SCP entre enfin en scène dans notre histoire. Il est rare qu'une créature sorte des bois et massacre 10 policiers, agents de terrain de la Fondation infiltrés dans les forces de l'ordre régional, sans effort. Stoppez vite toute implication policière supplémentaire et transmettez la mission à la hiérarchie. Dans l'heure suivante, une équipe de nettoyage de la Fondation, dirigée par l'agent John Freeman, arrive, espérant maîtriser la situation et soigner puis interroger les survivants. Mais non seulement il n'y a aucun survivant, il n'y a même presque plus de corps, seulement des squelettes recouverts des uniformes de police qu'ils portaient de leur vivant, dévorés jusqu'à l'os par leurs assaillants voraces. Même l'équipe de nettoyage, pourtant habituée à l'horreur dans son travail, ne peut cacher son dégoût devant ce qu'elle découvre ici. La seule autre preuve, en plus des corps, ce sont les mots « rouvrir demain », griffonnés en lettres de sang sur le trottoir voisin. C'est un dévouement à la cause de McDonald's que même Ronald lui-même ne pourrait pas rassembler avant de subir un traitement amnésique volontaire. Pour effacer certains des aspects les plus désagréables de ce souvenir en particulier, l'agent Freeman a fait une déclaration détaillée et extrêmement troublante sur ce qu'il avait vu cette nuit fatidique. La dynamique de pouvoir entre assaillants et cibles était frappante. Les officiers tués, désarmés, étaient des proies à la merci d'un hôte carnivore. Aucune règle d'engagement n'existait entre les deux camps. La plupart étaient méconnaissables, sauf ceux qui ne pouvaient être consommés. Les insignes et les armes étaient laissés intacts, mais la chair tendre du corps était déchiquetée comme une charogne. Toute la nuit, nous étions observés. Ils étaient déjà rassasiés, mais les plus passionnés d'entre eux exigeaient encore notre attention. Ils restaient à la lisière des arbres, trop loin pour qu'on distingue leurs visages déformés. Nous distinguions encore les longs bois torsadés qui s'étendaient de leurs crânes sous la lumière de la lune. Ils voulaient que nous sachions qu'ils savaient. Au fond, ce n'est pas différent de priver de nourriture un groupe dépendant. Retirez une population de cerfs, et les loups commencent à mourir de faim, puis leur comportement change. Ils sont ici depuis bien plus longtemps que nous. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient simplifié la collecte de nourriture, comme nous. En quoi leurs actions diffèrent-elles des nôtres? Réduire les animaux à de simples galettes de viande soigneusement emballées, vendues au public pour $1 ou moins. La vraie différence, c'est que cette fois, c'est nous la viande. L'un d'eux était dans l'ombre près de ma voiture quand je suis parti. C'était une chose énorme, étirée, anormalement mince et misérable, frissonnant et tremblant comme si chaque respiration était le râle d'agonie de tous les êtres vivants autour d'elle. Les changeurs de chair ne me sont pas inconnus, et ce n'était pas la première fois que je voyais leur œuvre, mais jamais je n'avais été aussi proche de l'un d'eux. Je lui ai demandé ce qu'ils voulaient et pourquoi ils avaient tué ces hommes, même si nous le savions tous les deux. Je l'ai compris parfaitement, et à cet instant, je ne m'étais jamais senti aussi insignifiant de toute ma vie. Malgré toutes mes expériences, une vie vécue pleinement et tout ce que j'avais encore à offrir devant moi.
À cet instant, je n'étais qu'un simple tube de viande emballé, soigneusement rangé, jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi. Quand il a répondu, sa voix ressemblait au vent sec soufflant sur un champ désert. Il a prononcé 6 mots avant de se fondre à nouveau dans l'obscurité. Reopen tomorrow. Don't change the menu. Et c'est le genre d'offre que même la fondation SCP ne pouvait pas refuser. Ils avaient un ultimatum devant eux, une analyse coût-bénéfice, si vous voulez. Comme les policiers de Martindale, ils pouvaient tenter de garder le McDonald's fermé, même si cela signifiait repousser les clients horribles pour les tenir à distance et potentiellement perdre un grand nombre de membres du personnel en conséquence. Ou pire, risquer que les clients cherchent leur dose ailleurs et provoquent des massacres dans tout l'État de l'Indiana. Ou alors, ils pouvaient plutôt procéder à des sacrifices contrôlés. Après tout, les gens ne disparaissent que pendant la saison du McRib, et ces disparitions étaient toujours assez ésotériques pour qu'on puisse facilement les attribuer à des causes non anormales. Ils pouvaient surveiller le McDonald's et le laisser prendre sa livre de chair au sens figuré comme au sens propre, sans que cela n'aille plus loin. Tu devines ce qu'ils ont fait ? En raison de la nature complexe de SCP-6745, c'est l'une des rares anomalies à posséder à la fois une classe de confinement principale et secondaire, la classe principale étant ésotérique. Ce qui signifie qu'il n'entre pas facilement dans le cadre des classes Safe, Euclide et Keter. Il possède également la classe Thomiel en tant que classe secondaire, une classe de confinement rare réservée aux anomalies qui en contiennent d'autres. Et dans ce cas, je suppose que cela convient, étant donné le rôle que le McDonald's joue pour satisfaire sa clientèle anormale, violente et terrifiante. Étant l'une des anomalies les plus récemment classifiées dans la base de données, son dossier comporte également des classes de risque et de perturbation. Le risque dans ce cas est le danger, ce qui signifie que le risque physique qu'il représente est important à extrême. Ce que n'importe laquelle de ses victimes aurait pu vous dire facilement si elles n'avaient pas été tuées d'une manière ou d'une autre et transformées en sandwich. Sa classe de perturbation est Kenok, ce qui signifie que son rayon d'impact potentiel sur la normalité couvre au moins une ville moyenne et pourrait s'étendre très rapidement. SCP-6745 est une autre de ces anomalies dont les méthodes de confinement, bien qu'efficaces, ne vous laisseront probablement pas un sentiment de confort. Pour toutes ces raisons, la Fondation a estimé que fermer le restaurant serait plus risqué pour la normalité que de le maintenir ouvert, en raison de la violence extrême que les clients peuvent commettre si leurs désirs ne sont pas contrôlés. Les agents de la Fondation travaillent sous couverture en tant que membres de la communauté locale et des forces de l'ordre afin de minimiser tout risque potentiel de violation des protocoles de confinement à l'intérieur même du bâtiment McDonald's. Pendant la période où le McRib est au menu, ces agents infiltrés doivent signaler tout comportement civil inhabituel au site 81 à des fins d'enregistrement et d'archivage. La connaissance de ce qui se passe à l'intérieur du SCP-6745 doit être gardée secrète à tout prix, y compris au sein même de la Fondation, où l'accès complet au dossier est réservé au personnel de niveau 4 et plus. Toute personne manifestant le désir d'en parler à d'autres doit être détenue et traitée avec de puissants amnésiques de classe C. Si les événements ici étaient rendus publics, la Fondation n'apprécierait sûrement pas cela. Je vais faire une pause à la Fondation pour déjeuner, si vous voulez bien m'excuser. Toutes ces recherches m'ont donné envie d'un McRib. Allez voir le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-705, la pâte à modeler militariste.